Consommer du café pendant le jeûne intermittent, est-ce que le café casse le jeûne? Aujourd'hui, on répond à toutes ces questions-là. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La première chose qu'on va faire, c'est remettre le café dans son contexte de base. Qu'est-ce que le café et comment il vient agir à l'intérieur du corps lorsqu'on le consomme? Ça sera déjà la base. Les interactions et les réactions face à ce produit-là, lorsqu'il est ingéré, vont être très individualisées. On va déjà dans un premier temps aborder les effets du café sur les processus à l'intérieur de l'organisme. Donc déjà, quand on boit du café, au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une stimulation au niveau des surrénales. Donc les surrénales, c'est les deux glandes endocrines qui sont au-dessus de nos reins. Les surrénales, avec le travail de la thyroïde, vont venir faire en sorte que l'on puisse s'adapter correctement aux différents stimuli. La nourriture en fait partie, ce que l'on mange en fait partie. Donc, le café, par la caféine notamment, va avoir une stimulation et un effet stimulant et excitant sur les surrénales. La caféine va venir stimuler et pousser les surrénales à produire certaines hormones. Et en l'occurrence, on va parler de la dopamine, de l'adrénaline et de la noradrénaline. En fait, on appelle ça les catécholamines. Ces hormones-là, ces hormones-là ont un rôle où elles vont mettre l'organisme en condition pour qu'il puisse faire face à une action et notamment à un stress important. Tout ce qui est adrénaline, noradrénaline, ce sont des neurotransmetteurs qui viennent soutenir l'organisme pour qu'il puisse faire face à une demande parce qu'il y a une action à faire. Plus l'action va être importante, donc quand vous êtes face à un choc par exemple, face à un gros stress ponctuel, là il va y avoir vraiment une production de ces hormones-là pour que vous puissiez réagir. Donc le corps ne sera plus sur un mode repos, réparation, digestion, il sera sur un mode où on y va, il faut agir, il faut prendre une décision. Ou faut fuir, ou faut lutter, ou il faut réagir. Donc du coup, ça nécessite quoi? Un peu plus d'acuité visuelle, un peu plus de réflexe, des capacités de réflexion plus rapides. Voilà, ces catécholamines-là vont avoir vraiment cette fonction-là. Donc la caféine vient stimuler ces fonctions-là, vient stimuler ces hormones-là. Donc du coup, la caféine nous met dans une sorte de mode mouvement, action. Et au niveau du système nerveux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce qu'au niveau du système nerveux, en fait, on va mettre le système nerveux sur un mode alerte. Et le problème, c'est que ça se fait de manière récurrente, puisque le café, vous le consommez tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc ce mode-là, vous mettez votre organisme sur ce mode-là plusieurs fois par jour. Ensuite, cette caféine va avoir une action directe sur la production de GABA. Le GABA, en fait, qui est à l'inverse, qui est l'antagoniste du glutamate, en fait, le GABA va être là pour soutenir et mettre en route les fonctions au niveau du système nerveux parasympathique, les fonctions de relaxation, de repos, etc. Tandis que le glutamate, à l'opposé, nous emmène plus vers l'action, la mise en mouvement, la réaction. Tout ça réuni, ça emmène le corps à développer certains symptômes pour faire face à une action. Parce que le corps est en mode alerte, il est censé faire face à une action, donc il va modifier certains paramètres. Il va modifier par exemple le rythme du battement du cœur, il va modifier aussi peut-être éventuellement la température corporelle, il va modifier les capacités de réflexion, l'acuité visuelle. Il va modifier aussi peut-être la nervosité, voire chez certains les tremblements. Alors les tremblements, quand on boit du café, quand on est habitué, on n'a plus généralement ces histoires de tremblements. Ce qui porte préjudice en fait, c'est que comme la caféine est un inhibiteur du GABA, le GABA a un rôle fondamental dans le sommeil, la stabilité du sommeil, la rythmicité du sommeil, automatiquement ça va venir interférer sur cette mise en place du sommeil. Ceux qui ont des soucis de sommeil et qui boivent du café, il faudrait peut-être éventuellement vérifier, faire un test. Voilà, il faudrait éventuellement faire un test pour voir si l'arrêt du café pendant un mois, qu'est-ce qui se passe au niveau du sommeil. On y reviendra. Donc en fait, tout ça réuni, ça vous emmène dans une sorte de fonctionnement chronique où l'anxiété, tout est réuni pour que l'anxiété en fait se maintienne, tout simplement. Tout est réuni, toutes les conditions sont réunies. Le café va avoir une action inhibitrice sur pas mal d'hormones. Le café va créer, de par cette demande-là, cette stimulation-là, où on va à l'encontre du GABA, on va pousser avec l'adrénaline, la noradrénaline, etc. sur les catécholamines, automatiquement, il va y avoir les hormones qui sont à l'inverse censées réparer et soutenir les fonctions de réparation de l'organisme qui vont être inhibées automatiquement. Donc on va parler de l'hormone de croissance et on va parler de la DHEA. En fait, la DHEA,
c'est une hormone qui est un précurseur de la fabrication des hormones sexuelles. Les hormones sexuelles, donc testostérone, oestrogène, etc., les hormones sexuelles ne sont pas propres aux fonctions sexuelles. Elles ont beaucoup d'autres fonctions dans l'organisme et des fonctions qui sont super importantes. On a par exemple le maintien du capital osseux, la qualité de la peau. On va avoir également le métabolisme, on va avoir l'endurance, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre journée, est-ce que vous subissez beaucoup de fatigue ou est-ce que vous avez une bonne endurance dans votre journée, est-ce que vous vous maintenez dans une énergie stable tout au long de votre journée en fait. On va avoir les capacités de la concentration, on va avoir l'humeur, ça va avoir aussi une action sur l'humeur. Donc vous voyez, les hormones sexuelles ont vraiment beaucoup de fonctions au sein de l'organisme. Donc, ce qui veut dire que si la caféine vient inhiber la production de DHEA, automatiquement, tout ce que je viens de dire va être impacté par cette caféine-là, par cette consommation habituelle. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va passer en revue un petit peu les différents organes qui seraient éventuellement impactés par le café. Au niveau des reins, on a en effet cette fameuse fonction stimulation diurétique. Donc, si on regarde la chose comme ça stimule la fonction d'urine, donc ça stimule l'évacuation d'eau, donc surtout pour ceux qui cherchent à perdre du poids, ça peut être vu d'une manière plutôt bénéfique, sauf que le problème c'est que, à la longue, vous fatiguez les reins. Vous fatiguez les reins parce que vous stimulez en permanence, vous apportez une stimulation permanente, une stimulation forcée, poussée, sans apport minéral à côté, et vous déséquilibrez les rôles de rétention minérale au niveau de l'organisme, et notamment je parle au niveau de l'aldostérone. Voilà, l'aldostérone qui est produite par les reins, l'aldostérone est censée gérer, équilibrer les déperditions minérales. Eh bien, cette surstimulation de production d'urine vient automatiquement générer une sorte d'altération ou de mauvaise capacité de rétention des minéraux au niveau des reins. Donc on peut avoir affaire à une perte minérale. Ok? Donc ça c'est au niveau des reins. Au niveau de l'estomac, il va falloir que l'estomac soit capable de compenser cette acidité. Comment est-ce que l'organisme compense un excès acide, une acidité? Comment il va neutraliser et tamponner ces acides-là? Et bien simplement en saisissant, en mobilisant des minéraux alcalins pour neutraliser ces acides. Ces minéraux alcalins, il les prend ni plus ni moins que dans les tissus adjacents. Si ça va beaucoup plus loin, dans les os, ça peut aller jusque dans les os, dans les dents, etc. Mais il va aller chercher des minéraux là où il y en a. Et les tissus sont faits normalement de minéraux. Donc le corps, pour tamponner de l'acidité, il va taper dans les tissus adjacents. Donc en effet, au niveau de l'estomac, on peut voir apparaître à la longue, surtout sur du jeûne intermittent, on y reviendra tout à l'heure, vous le faites à jeun, voilà, quand on le fait à jeun, c'est encore pire. En fait, l'estomac va subir cette acidité de manière chronique et risque d'altérer les parois même de l'estomac, en fait. Donc, je pense à tous ceux qui ont des brûlures, du reflux, etc. Ou je pense à Helicobacter aussi, ceux qui ont des problèmes de développement bactérien au niveau digestif. Là, vous pouvez être sûr que vous avez un bras de levier énorme si vous trouvez une autre solution pour le café. Vraiment. Je dis pas que ça va régler tous vos problèmes digestifs, mais en tout cas, ça y contribue beaucoup. Donc au niveau de l'estomac, voilà. Donc il va falloir que l'estomac fasse un premier travail pour neutraliser cet acide. Ensuite, c'est l'intestin qui va récupérer ce produit, ce liquide-là, tous ces produits. L'intestin va devoir aussi travailler vraiment fortement pour pouvoir continuer cette neutralisation au niveau des acides. Donc ces acides-là, si vous avez une sensibilité intestinale, automatiquement, ça va venir augmenter le problème. En sachant que tous les acides vont venir altérer, l'acidité va venir altérer l'état de votre microbiote directement. Voilà, et puis s'il y a de la porosité intestinale, forcément, ça va être beaucoup plus impactant, puisque vous avez une paroi intestinale qui n'est pas capable de faire d'avoir sa fonction de barrière et de neutralisation correcte. Ensuite, au niveau du foie, très important, admettons que vous ayez un super système digestif, une bonne capacité enzymatique, il n'y a pas de problème, cette acidité, votre corps arrive à la neutraliser. Admettons. L'aliment va jusqu'aux intestins, le café va jusqu'aux intestins, il prend le chemin de la veine porte pour aller jusqu'au foie, le même chemin que prennent tous les aliments. Lorsqu'il arrive au foie, il y a encore des déchets acides qui ne sont pas neutralisés, même s'il y a une bonne capacité de neutralisation.
eh bien le foie va devoir venir continuer cette neutralisation, surtout au niveau de ces éléments qui sont torréfiés. Donc ça va demander au foie de mobiliser beaucoup d'antioxydants. Donc si le foie est bien équipé en antioxydants pour pouvoir faire ces 3 phases correctement, je vous renvoie sur ma vidéo sur le foie, si le foie est bien équipé, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, les personnes qui ont un foie déjà un peu surchargé, s'il y a du reflux, s'il y a des problèmes hépatiques, le café va venir augmenter la surcharge hépatique par défaut de manque d'antioxydants, par excès de toxicité. Donc d'un point de vue global, au niveau du foie, augmentation de la toxicité hépatique, surcharge hépatique. On dit que le café est un stimulant non compensé. C'est-à-dire que un stimulant compensé est un élément qui vous apporte une stimulation, qui va créer une stimulation sur certains récepteurs, certains organes, en l'occurrence là c'est les surrénales, et en parallèle qui va vous apporter un capital nutritionnel chargé en vitamines et en minéraux. Je pense par exemple à de la spiruline, je pense à de la chlorelle, des choses comme ça, des super aliments, des protéines de chanvre, je pense à l'herbe d'orge, l'herbe de blé, tous ces aliments-là sont des stimulants, enfin des stimulants légers, des stimulants très très légers, mais qui vont venir vous apporter un sacré capital minéral. Ils sont vraiment complets au niveau minéral. Par contre, le café est un stimulant non compensé, c'est-à-dire qu'il ne vous apporte aucune charge minérale. Il faut regarder faut avoir cette vision de apport bénéfique et effort énergétique que ça demande au corps en fait. Il faut toujours essayer de peser ça, de faire cette balance-là. Qu'est-ce que ça demande comme effort à l'organisme pour digérer, assimiler, neutraliser, éliminer, et en parallèle, qu'est-ce que ça vous apporte en vitamines, minéraux, en oligo-éléments, tout ce que vous voulez. Il faut toujours essayer de comparer le truc comme ça, puisque là, sur le café, on est vraiment en manque d'apport nutritionnel. Alors, vous pourrez toujours aller voir sur Internet, il y aura toujours des données là-dessus, que le café, oui, nous apporte certaines vitamines, certains oligo-éléments, des vitamines du groupe B, nous apporte aussi du chrome, du zinc, des choses comme ça. Sauf qu'il faut bien penser que lorsque le café est torréfié, déjà il passe par des procédés de torréfaction qui font monter le produit à haute température, donc déjà il y a une bonne part des minéraux et des vitamines qui passent à la trappe. Souvent le café est analysé sur du café moulu non filtré. Et lorsque vous filtrez le café, l'eau qui filtre ce café est souvent montée à haute température. Donc là, vous avez une destruction minérale. Alors ensuite, il y a cette histoire de dépendance qui est très importante. Le café, on a dit, comme je vous ai dit au début, le café stimule le chemin dopaminergique. C'est-à-dire que la dopamine, c'est censé être une hormone, en fait, un neurotransmetteur, qui nous pousse à l'action, qui nous motive à mener une action, mener un projet, trouver la motivation pour aller faire quelque chose qui nous donne envie. C'est vraiment elle qui nous fait nous lever pour aller faire les choses, et y compris pour aller piquer à manger, piquer du chocolat dans un placard. C'est la dopamine. On est en recherche de dopamine. Donc en fait, cette histoire de dopamine, c'est un peu problématique parce que en fait, elle pose le cerveau dans une sorte de chaîne qu'on a du mal à casser en fait. Donc elle nous met dans une sorte de dépendance. C'est-à-dire qu'on va avoir une stimulation de dopamine, on va avoir notre charge de dopamine qui ne va pas être concrétisée par une action, mais qui va être uniquement concrétisée par un geste et une boisson qui va venir agir sur nos récepteurs directement. C'est ça un petit peu le piège en fait, le piège de ce cercle vicieux de la dopamine. J'entends plein de personnes qui me disent non mais moi de toute façon le café j'arrête quand je veux. Ok, pas de souci, je demande à voir. Arrête le café pendant 1 mois. Le jour où vous arrêtez le café va nous donner l'état réel de votre organisme. Ça va nous donner le reflet de votre état réel en fait. Si derrière c'est compliqué, c'est que quelque part vous êtes vraiment addict et qu'il y a sûrement une toxicité, il y a sûrement des carences, il y a sûrement une fatigue installée, et il y a surtout une dépendance. Si vous avez besoin d'un stimulant pour démarrer votre journée, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que vous êtes encore dans la course à la dopamine. Et ça peut être purement émotionnel en fait. Donc voilà, toujours bien aller voir du côté émotionnel s'il n'y a pas quelque chose, lorsque vous arrêtez, s'il
s'il n'y a pas quelque chose au niveau émotionnel qui vous pousse à toujours courir après cette stimulation-là. Quel est l'état du corps lorsqu'on est en jeûne intermittent, surtout le matin? En fait, vous sortez d'une nuit de repos où le corps s'est mis en mode réparation, le corps s'est mis en mode on traite les déchets qu'on a accumulés durant la journée, on répare les tissus, on se repose, etc. Donc ça veut dire qu'on arrive le matin où on a passé une période de repos, de réparation. Le corps a remis en circulation des éléments, des déchets, pour les emmener, les véhiculer vers les émonctoires. Donc en fait, le matin, quand on se lève, notre corps est censé être reposé, notre corps est censé être sur un nouveau départ, donc un peu plus neuf, un peu plus réparé que la veille, pour pouvoir faire face à ses activités quotidiennes. Donc ce qui veut dire que le matin, en fait, on a une sensibilité au niveau des récepteurs qui est un peu plus accrue qu'en fin de journée. D'où cette histoire de sensibilité à l'insuline. C'est exactement pour la même raison que le matin, on est plus sensible à l'insuline et qu'on est plus en mode utilisation des glucides que stockage. Le stockage, on est plus le soir. Donc en fait, le matin, on est plus sensible, le corps est plus sensible de manière générale au niveau des récepteurs, y compris digestifs. Vous sortez d'une nuit de repos où le corps est prêt à commencer une journée vers les activités, et vous, la première chose que vous faites, vous ingérez un produit qui est excitant, stimulant, acide, oxydant au niveau du foie, excitant au niveau des surrénales, au niveau nerveux, et inhibiteur au niveau hormonal. Donc voilà, déjà, vous commencez votre journée là-dessus. Donc déjà, il faut essayer de comprendre un petit peu qu'il y aurait peut-être meilleur à faire pour pouvoir commencer une journée. Puisque le fait que vous commenciez votre journée là-dessus, déjà il y a sur cette histoire des surrénales, stimulation des surrénales, c'est que vous commencez déjà par un shoot, un boost, qui vous donne cette sensation de capacité à aller vers l'action, de capacité à faire les choses. Donc là, vous avez un pic d'adrénaline, noradrénaline, ça va monter. Sauf que qu'est-ce qui va se passer derrière? Je pense que vous connaissez la réponse, c'est que derrière, il va y avoir une rechute. Et c'est ça le cercle de la dopamine, en fait. Donc, en fait, dès le matin, vous vous mettez déjà dans ce chemin-là, dans ce circuit-là, vous mettez votre cerveau et votre glande endocrine dans ce circuit-là dès le matin, sur cette histoire de course à la dopamine. Donc, on fait monter les neurotransmetteurs, derrière, il y a une rechute. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Logiquement, comme toute addiction, on a envie d'y retourner, parce que le corps n'est pas satisfait par la réponse qu'il a obtenue. Normalement, quand vous avez une production de dopamine pour mener une action, votre corps est récompensé par l'action elle-même. Par exemple, voilà, vous êtes motivé à aller voir un super film avec vos amis, donc là, il va y avoir une petite production il va y avoir ce cercle de la dopamine qui va se mettre en route. Vous allez vivre votre action, elle va vous apporter du bonheur, elle va vous apporter de la détente, elle va vous apporter de la sérotonine, parce que vous allez avoir un moment social avec vos amis. Il va y avoir de l'échange, ça va être un super moment, vous allez vous faire plaisir avec ce film au ciné, en plus, voilà, vous allez mettre vos sens en action. Donc là, il va y avoir une vraie récompense à la dopamine. C'est toute la différence avec les stimulants non compensés, c'est toute la différence avec les stimulants purement alimentaires. Toutes les drogues, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir ce pic de dopamine, mais derrière, la récompense, la finalité, en fait, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de finalité sur cette dopamine. Donc du coup, on court toujours après cette recherche de dopamine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là toute la subtilité de cette histoire de dopamine. En fait, on vit dans un monde où on ne se satisfait plus. On ne sait plus se satisfaire des petites choses qui sont simples et qui sont saines pour nous et qui nous nourrissent psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Et du coup, on s'isole et on se rabat sur des stimulants alimentaires. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Donc voilà, ça c'était une chose. Ça c'était la chose la plus importante que je voulais vous dire au niveau de ce jeûne intermittent, la relation entre la prise de ce stimulant le matin et le jeûne intermittent. Vous donnez plus de travail à votre organisme en rapport à l'apport nutritionnel. C'est cette balance qui est hyper importante à comprendre. Alors ensuite, la question du siècle, est-ce que le café casse le jeûne intermittent ou pas? Est-ce que le café casse le jeûne? 90% des personnes sur les réseaux qui parlent de jeûne intermittent et de consommation du café vont vous dire le café ne casse pas le jeûne s'il n'y a pas de sucre. Parce que, voilà, s'il n'y a pas de sucre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne font un focus que et uniquement sur la production d'insuline. Moi, je veux vous ouvrir les portes sur les autres fonctions qui sont mises en route pendant le jeûne. Et il est là le problème. En fait, le café va faire partie des boissons qui ne créent pas de production d'insuline au niveau du pancréas. C'est vrai.
parce que ce n'est pas un aliment sucré. Si vous consommez votre café avec du sucre, oui, il va y avoir une production d'insuline automatiquement. Si vous consommez un café noir, il n'y aura pas de production d'insuline. Donc, pour la plupart des personnes qui connaissent le jeûne intermittent, les soi-disant spécialistes vont vous dire ton jeûne, il est pas cassé, il n'y a pas de problème. Tu ne casses pas ton jeûne avec un café noir. Par contre, ils vont vous dire avec un jus de citron, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Il y a des productions d'insuline avec le citron. Mais moi, ce que je veux, en fait, là où je veux vous emmener, c'est à avoir un autre point de vue. C'est-à-dire, toute molécule alimentaire, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous consommez autre chose que de l'eau pure, vous mettez le foie en activité. Donc pour moi, vous n'êtes plus sur du jeûne pur. Donc là, c'est juste pour vous exposer une différence de réflexion lorsqu'on remet... Alors où est-ce qu'on met le jeûne? Dans quel contexte est-ce qu'on remet le jeûne intermittent? C'est là la question. D'un côté, les personnes qui disent ça, le café ne casse pas le jeûne, ils ont raison, mais d'un côté, pour moi, d'un côté, ils ont tort. Puisque à partir du moment où vous mettez des molécules alimentaires, même si c'est sous forme liquide, une tisane, c'est pareil, vous avez des molécules alimentaires dedans que le foie doit traiter. Donc vous remettez en action les sucs digestifs au niveau de l'estomac, les sucs intestinaux, les sucs digestifs au niveau intestinal et au niveau hépatique. Vous mettez un travail de neutralisation, de traitement au niveau hépatique. Donc ce n'est pas du jeûne. Ce n'est pas du jeûne. Donc c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Après, si vous voulez focaliser uniquement sur cette histoire d'insuline, alors il n'y a pas de problème. Par contre, il faut bien penser à tout ce que je viens de dire en amont. Donc, si vous voulez vraiment avoir des objectifs dans votre jeûne intermittent pour votre santé, peut-être il faudrait éventuellement voir, réécouter et analyser tout ce que je viens de dire pour cibler vos choix correctement. Donc la question, en fait, l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous faites du jeûne intermittent? Est-ce que vous voulez suivre des idées, des dogmes, des cadres? Est-ce que vous voulez rentrer dans des cases ou suivre une mode parce que tout le monde le fait sur les réseaux? Ou alors est-ce que vous voulez pousser vraiment vos recherches, faire de l'expérience tout en avançant, en allant chercher des vraies informations pour améliorer votre santé, puisque l'objectif à la base, il est là. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à parler de jeûne intermittent de manière aussi médiatisée aujourd'hui? C'est parce que à la base c'était le jeûne, puis c'est devenu du jeûne intermittent parce que à la base on se rend compte qu'on mange trop. On a des plages horaires alimentaires qui sont beaucoup trop larges, donc du coup, problème de santé. Alors si je peux vous aiguiller un petit peu, le jeûne intermittent, quels seraient les objectifs de manière plus précise pour vous, de manière individuelle? Bah déjà, ce serait peut-être éventuellement pour alléger le système. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait alléger le système digestif notamment? Eh bien, pour alléger la digestion, pour avoir des digestions moins longues, d'avoir des digestions plus légères, avoir des fonctions de détoxification naturelle et d'élimination naturelle un peu plus marquées, pour tout simplement laisser un peu plus de temps à notre organisme pour faire ces processus de réparation. Ça pourrait être pour la performance sportive, ça peut être aussi également pour avoir plus d'énergie disponible, donc ça peut être aussi pour avoir une meilleure assimilation, ça peut être aussi pour réguler une dysbiose, ça peut être pour perdre quelques kilos, en effet. La plupart des personnes qui décident parce qu'elles ont pris conscience que le café pouvait leur causer pas mal de choses compliquées pour l'organisme, eh bien ces personnes-là arrivent toujours à finir par s'en passer parce qu'au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'en fait, ah ouais, depuis que j'ai arrêté le café, ça j'avais, ça j'ai plus. Ou alors ça s'est amélioré, j'ai un meilleur sommeil, j'ai un sommeil plus profond, je me sens mieux le matin. Au début c'est dur, mais après c'est beaucoup plus facile. Il y a des personnes aussi qui ont l'avantage d'avoir un extracteur à jus. Et le matin, au lieu de démarrer avec une boisson surstimulante et acidifiante, on va démarrer avec une boisson qui nous reminéralise et qui continue, qui prolonge cette détox matinale et qui va venir continuer à détoxifier le foie, qui va travailler sur les intestins, qui va reminéraliser la sphère rénale, etc. Après, c'est une histoire de choix. Quels sont vos objectifs? On en revient toujours au même. Si tu es intéressé par toute cette notion de détoxification, de jeûne, etc., eh bien, j'organise fin août un stage détox et jeûne en Auvergne, dans les volcans d'Auvergne, entre le 14 et le 21 août. Donc va sur mon site internet si tu veux en savoir davantage, tu pourras voir le programme et tout le déroulement du séjour.
Donc voilà, en fait c'est un séjour où l'objectif va être, pour tous les profils, va être de commencer à mettre l'organisme dans un contexte d'allègement, de reminéralisation. On va travailler sur la désinflammation de l'organisme et tout doucement on va aller vers le jeûne en fait, pour augmenter les processus de réparation de l'organisme. Donc dans ce séjour, il va y avoir des activités. On va vraiment mettre le corps dans un contexte global au niveau de l'environnement pour faciliter toutes ces fonctions-là. Donc il va y avoir du yoga bien spécifique, il va y avoir des techniques de respiration avancées, il va y avoir de la marche au milieu des volcans d'Auvergne, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible, ça fait partie du truc. Il va y avoir des séances de relaxation, de méditation, du drainage lymphatique. Et je vais vous orienter vers une alimentation riche en nutriments, je vais vous apporter des outils sur comment mettre une détox en place, etc. Vous allez découvrir des nouveaux nutriments, des nouveaux aliments, et vous allez voir tout simplement qu'en fait, c'est pas si difficile que ça, mais ce qui est difficile, c'est de le faire chez soi. Et lorsqu'on vient le faire en séjour, surtout avec la dynamique du groupe, ça change toute la donne. Voilà. Et puis vous rentrez chez vous, je peux vous assurer que vous êtes transformés et vous repartez vraiment avec un élan sur le long terme. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et je vous dis à bientôt. Merci, salut.